ont été un camouflet complet, ont été une cata en termes de production et de performance. Le second problème, c'est des blessures récurrentes que j'ai mentionnées. Juan Soto, pratiquement un mois, et l'équipe tank. L'équipe s'effondre littéralement pendant son absence. Ça fait énormément de mauvaises circonstances pour les Mets qui entraînent vraiment une saison désastreuse. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous parle de la performance catastrophique des New York Mets sur cette saison 2026, puisqu'ils sont actuellement à un record de 40 victoires pour 57 défaites. Ils sont bons derniers aussi de la National League Est, avec 16 matchs de retard sur les Atlanta Braves qui mènent cette division. Il y a énormément de choses à dire sur cette saison 2026 pour les Mets et comment ça a déraillé. Comment tout a mené à un fiasco sans nom. Pour rappel, les Mets sont un des payrolls les plus importants de toute la MLB, avec les Los Angeles Dodgers. On parle d'un payroll qui avoisine les 380 à 400 millions de dollars annuels. On parle également de la troisième franchise la plus scrutée dans la Ligue nord-américaine après les Yankees et les Dodgers, puisque les Mets jouent bien entendu à New York, dans le Queens, à Citi Field, et bien entendu il y a une énorme exposition médiatique du marché de New York qui suit les Mets. Cette saison, sincèrement, c'est vraiment cataclysmique. Étant donné leur importance dans le paysage de la MLB, c'est comme si, pour prendre une métaphore dans le football européen, probablement comme si le PSG ou l'Olympique de Marseille, avec un très gros budget, terminait la saison au bord de la relégation. C'est vraiment ce type de scénario-là. Les Mets, à l'intersaison, avaient décidé de complètement chambouler leur effectif, de laisser partir des stars et, via transfert et divers recrutements, d'amener de nouveaux joueurs à l'effectif. Tel était le pari que le président des opérations baseball, David Stearns, qui répond à Steve Cohen, qui est le CEO et propriétaire des Mets, tel est le pari qu'il avait fait. Eh bien, flash forward, on arrive sur la fin juin, début juillet, les Mets ont décidé de licencier Carlos Mendoza, qui probablement d'un point de vue managérial avait aussi maille à partir dans ses 6 mauvais résultats. Pourquoi ? Parce que bien que je ne regarde pas des matchs des Mets tous les jours, ça serait tout simplement impossible au vu de mon emploi du temps et de mon agenda. Mais j'écoute assez souvent des podcasts américains de personnes qui sont à New York et très souvent ils indiquaient que Carlos Mendoza faisait trop de changements au niveau de ses line-up, qu'on n'arrivait pas à suivre et à comprendre pourquoi il y avait autant de changements jour après jour sur le line-up et sur les joueurs du numéro 1 au numéro 9 qui étaient présentés en attaque. Souvent ça faisait pas sens, d'un point de vue aussi des rôles défensifs, de telle ou telle position pour chaque joueur, il y avait des incohérences, et aussi tout ce qui était in-game management, donc les décisions notamment liées au bullpen, étaient assez souvent catastrophiques, et complètement désynchronisées par rapport au bon sens parfois. Donc ça, effectivement, Carlos Mendoza est parti, Andy Green actuellement est manager ad intérim de l'équipe. Rappelons qu'Andy Green était effectivement manager des Padres de San Diego il y a quelques années. Et ce qui est intéressant à mon point de vue, c'est de revisiter vraiment les joueurs qui sont partis à l'intersaison, donc par décision du GM, de David Stearns, et à contrario, les performances très souvent désastreuses des joueurs qui ont été amenés à cette intersaison. Ça explique en bonne partie les résultats très faibles et vraiment fortement en dessous de la moyenne par rapport aux attentes qui reposaient sur les Mets en début de saison. Pour rappel, les Mets, on attendait qu'ils soient à la rivalité et à la bataille pour les premiers rôles dans cette NL East, avec les Philadelphia Phillies qui sont assez loaded en talent et surtout en talent vétéran de leur côté, et avec les Braves qui ont un effectif de manière générale qui est très fort. Et au lieu de ça, ils sont à la cave littéralement de cette division. Les playoffs sont très 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 loin et la saison est d'ores et déjà terminée alors qu'on est mi-juillet quand je filme cette vidéo, aux alentours du All-Star Break. D'ailleurs le All-Star Game que je trouve complètement inintéressant pour ma part, ainsi que le Home Run Derby, je regarde pas du tout, ça m'intéresse absolument pas. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez pour votre part, mais c'est comme le All-Star Game NFL dont j'ai décroché probablement vers 2008-2010 par là quand c'est devenu totalement inintéressant, c'est quelque chose que je zappe complètement désormais. Mais effectivement pour revenir aux Mets, donc effectivement leur franchise player depuis de nombreuses années était Pete Alonso, leur first baseman.
il décide de ne pas le re-signer et il part en free agency aux Baltimore Orioles, qui sont très heureux de l'accueillir, puisque bien entendu c'est un first baseman de qualité avec beaucoup de power. Qu'est-ce qui se passe sur cette saison? Pete Alonso a pratiquement raté aucun match, il est fiable, il est présent, il est quasiment jamais blessé, il bat aux alentours des 260, donc un bon average, il a un bon OBP aussi, il va souvent sur base, et il est actuellement à 21 home runs, donc il devrait probablement terminer la saison avec 40 home runs environ, si ses stats de la première saison sont duplicables relativement de manière similaire sur la deuxième partie de la saison. Il devrait donc terminer la saison à environ 40 home runs et 120 RBI. Eh bien, c'est une production standard, classique, habituelle de Pete Alonso, et donc d'un bon first baseman qui vous amène de la puissance à la batte et qui permet de faire avancer l'équipe et de créer de la production offensive. Tout ce dont ont besoin les Mets, c'est vraiment là que c'est une catastrophe, que ça a été tellement mal géré par l'ownership et puis par le GM. Ensuite, prenons un autre exemple. Brandon Nimmo, il a été tradé aux Texas Rangers. Brandon Nimmo, c'était le center fielder et un outfielder de qualité depuis des années aux Mets. Eh bien, il réalise une bonne saison, aussi de la même manière aux Texas Rangers pour son côté. Maintenant, prenons les entrées. Les énormes problèmes qu'ont eu les Mets, tout d'abord pour prendre un peu de hauteur, c'est vraiment sur la production offensive principalement. Sur les 3-4 premiers mois de la saison, la production offensive pêche et vraiment pas là. Et en grande partie, le problème qu'ils ont eu, c'est à la fois donc des performances déficientes au niveau de l'attaque, mais également des blessures qui sont vraiment venues poser problème aux Mets. En particulier Juan Soto, donc le meilleur joueur de l'équipe et la superstar de l'équipe, quand il a été blessé le premier mois de la saison, il a manqué quasiment 3-4 semaines de mémoire, et là les Mets sont tombés sur un 12-game losing streak, donc ils ont perdu 12 matchs consécutifs qui les a vraiment enterrés au classement. Donc ça, c'était vraiment un premier marqueur qui a vraiment été très problématique pour les Mets, donc la blessure de Juan Soto. Par ailleurs, ils ont fait venir Jorge Polanco des Seattle Mariners pour jouer first base, alors que c'est un joueur qui a joué second base, voire un peu shortstop, sur l'ensemble de sa carrière, principalement aux Mariners auparavant. Choix très questionnable. Vous amenez un joueur pour lui faire jouer un poste qu'il n'a jamais joué auparavant et qui semble pas lui correspondre. Un joueur qui a eu assez régulièrement des problèmes de blessures dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas joué 20 matchs sur cette saison pour les Mets. Il a joué seulement 19 matchs avec des statistiques très mauvaises. De mémoire, il est aux alentours de 180 en batting average et un tout petit peu plus de 200 en OBP en termes de stats. Donc très faible sur les 20 matchs qu'il a eu comme contribution offensive. Ensuite, Bo Bichette. Il est venu et il a été signé comme free agent des Toronto Blue Jays avec des attentes très importantes sur sa production offensive à son poste de shortstop et pour battre au cœur du line-up et produire run et RBI. Il a eu toute une période où il était désastreux et il a complètement sous-performé au mois de mai-juin notamment, un peu avant d'ailleurs, aux alentours du mois de mai, avant effectivement ensuite de mieux aller sur le mois de juin. Il a quand même rétabli un petit peu ses performances et c'est allé mieux, mais sur le mois de mai, ça a été une catastrophe. Il battait mais même pas 200 en batting average. Depuis maintenant, il bat aux alentours des 250 sur l'ensemble de la saison en batting average et il devrait terminer la saison aux alentours des 20 home runs, peu ou prou, et des 90 RBIs dans ces eaux-là, avec un OBP actuellement qui est aux alentours de 300. C'est franchement le standard, c'est le minimum syndical. C'est le minimum en termes de production qui est attendu pour un profil de sa trempe et de son calibre. Donc, Jorge Polanco, blessé et catastrophique. Bo Bichette, énorme creux de vague et énorme mou, disons, dans les performances, avant d'aller un petit peu mieux, mais globalement décevant. Il y a des joueurs aussi secondaires comme Mark Vientos, qui joue parfois dans l'outfield, qui joue parfois à first base, performance très moyenne et blessé actuellement pour 6 à 8 semaines. Un autre profil secondaire, Brett Batty, qui joue third base, mais parfois aussi qui alterne sur d'autres postes. Très mauvais batting average, dans les 210 en batting average, dans ces eaux-là, 210-220. Donc également pas bon du tout. Et c'est un joueur complémentaire qui compte dans le line-up. Parce que c'est des joueurs, certes, qui ne sont pas attendus ou appelés à jouer vraiment les premiers rôles, mais qui sont importants dans la production générale de l'équipe. Et si par exemple vous avez joué à MLB The Show, vous savez qu'il n'y a pas seulement vos 2-3 superstars qui comptent au cœur du line-up. Il y a tous ces joueurs secondaires
qui sont du spot numéro 5 au numéro 7 par exemple, ou votre lead-off man, qui sont super importants pour que l'équipe elle score des runs et que offensivement elle vous fasse gagner des matchs. Donc j'ai mentionné et évoqué un bon nombre de joueurs d'ores et déjà, surtout en attaque. Mentionnons maintenant au niveau du pitching, donc Freddy Peralta, qui a été le starter, qui a été signé à cette intersaison par les Mets. Il venait en provenance des Milwaukee Brewers, donc les Mets ont tradé avec les Brewers pour l'obtenir. Le problème, c'est que franchement, ses stats sont médiocres. Il a un ERA actuellement qui est aux alentours de 4,7, 4,8, avec d'ailleurs un whip qui se situe aux alentours de 1,45, quelque chose comme ça. Bref, c'est des mauvaises stats. C'est franchement un peu en dessous de la moyenne de la ligue. C'est assez médiocre. J'ai vu d'ailleurs tous ses stats sur le mois précédent. C'est très irrégulier, c'est extrêmement en dents de scie. Parfois, il va avoir une bonne performance. Parfois, il va encaisser, disons, 7 runs en 5 innings, quelque chose comme ça. Donc, performance décevante et inconstante cette année de Freddy Peralta. Et c'est un gros problème parce qu'il devait être votre, comme on dit, le workhorse du staff. Il devait être le numéro 1 ou numéro 2 et il devait vraiment driver l'équipe. Pareil, Kodai Senga, leur starter japonais, extrêmement inconstant, irrégulier et mauvais dans les performances. Par ailleurs, j'ajoute un autre profil, Clay Holmes, un de leurs meilleurs starters normalement et les plus réguliers dans leur staff, blessé. Il prend un comebacker, donc il prend une balle qui lui revient de la batte d'un Yankee au mois de mai, et donc il a tibia cassé, donc plusieurs semaines effectivement après opération de réhabilitation et une longue période d'inactivité. Il devrait revenir peut-être au mois d'août ou septembre, quelque chose comme ça, mais ça a été encore une blessure qui est venue vraiment péjorer la performance globale dans le pitching et en run prevention de l'équipe. D'ailleurs, en parlant de run prevention, catastrophe complète d'un point de vue de la défense. Quand vous regardez des matchs des Mets, de nombreuses gaffes en défense, que ce soit dans l'infield mais aussi dans l'outfield. Beaucoup de gaffes défensives qui font très mal à l'équipe. Et d'ailleurs, Francisco Lindor, pas toujours, donc la deuxième star de l'équipe avec Juan Soto, pas toujours, disons, impeccable sur sa défense et sur sa performance offensive. Lui aussi, ça laisse à désirer cette saison. Il a manqué de nombreux matchs pour blessure, pour sa part aussi. Et quand il a joué, il est actuellement aux alentours de 210 en batting average, avec juste quelques home runs, 5 de mémoire actuellement, alors qu'on est mi-juillet, et un OBP d'ailleurs aux alentours de 300. Donc vraiment des performances qui sont pas au niveau attendu, qui sont vraiment pas bonnes. Et j'ajoute en plus de ça, ça commence à faire pas mal de pics sur le dos de l'âne, ou je sais pas quelle métaphore utiliser pour illustrer ça, mais mentionnons également leur closer désigné, Devin Williams, venu effectivement des Yankees où il a eu une mauvaise saison l'année dernière, qui devait venir pour prendre le spot et la place directement d'Edwin Diaz, qui a été laissé partir aux Los Angeles Dodgers, où il est blessé d'ailleurs actuellement. Il a une blessure qui prend plusieurs semaines en tout cas à guérir. Il devrait revenir normalement au mois d'août ou au mois de septembre, si tout va bien, d'un point de vue de son rehab. Mais effectivement, le starter des Mets, le closer je veux dire des Mets, donc Devin Williams, d'un point de vue de l'ERA, 4,7 en ce moment dans ces eaux-là. D'un point de vue du whip, aux alentours de 1,6. C'est des mauvaises stats, c'est vraiment des pas bonnes stats pour un closer. Et ça veut dire qu'il est irrégulier, qu'il est inconstant dans la performance, qu'il permet beaucoup de runs aux attaques face à lui, et l'équipe vraiment performe très mal en conséquence. Donc, si je me résume vis-à-vis de l'ensemble des points que j'ai mentionnés pour les Mets. Donc on a le general manager qui a pris des décisions drastique à l'intersaison, pour une raison ou pour une autre, de laisser partir beaucoup de joueurs établis pour faire venir d'autres profils, d'autres joueurs, notamment en attaque, mais aussi au pitching. Quasiment toutes ces décisions ont été un camouflet complet, ont été une cata en termes de production et de performance. Ça, c'est un énorme problème. Le second problème, c'est des blessures récurrentes que j'ai mentionnées. Juan Soto, pratiquement un mois, et l'équipe tank, l'équipe s'effondre littéralement pendant son absence. Francisco Lindor, absent aussi plusieurs semaines, c'est un catalyste de l'attaque. Et d'autres joueurs également comme Jorge Polanco que j'ai mentionné. Donc, des blessures en plus des profils offensifs qui ne performent pas, le pitching qui est déficient, Kodai Senga, Devin Williams comme closer, et bien entendu aussi Freddy Peralta.
et bien sûr pour ajouter de Malampi, Clay Holmes comme starter, comme je l'ai mentionné, qui est aussi blessé. Ça fait énormément de mauvaises circonstances pour les Mets qui entraînent vraiment une saison désastreuse. Qu'est-ce que vous pensez de votre côté de ce désastre complet que sont les Mets? Il y a cette running joke en MLB et que les Mets sont, comme on dit en anglais, un laughing stock, qui sont de manière constante et permanente une équipe qui déçoit. C'est toujours le petit frère du voisin des New York Yankees qui est la grande franchise mythique. Les Yankees en pinstripes, tout le monde parle de cette franchise. Les Mets, c'est vraiment le petit poussé, c'est l'outsider, c'est l'équipe qui n'a pas gagné depuis les années 80 quasiment, et qui prend souvent des mauvaises décisions, qui s'effondre, qui a des marasmes, qui a des problèmes, etc. C'est toujours un peu ce contexte avec les Mets, on le connaît depuis maintenant X années. Je repense aux alentours des années 2010, quand ils avaient Carlos Beltran en attaque, quand ils avaient Johan Santana au pitching, etc. Il y avait des bonnes équipes. Même un petit peu plus tard aussi au pitching, ils avaient des très bons joueurs, mais il y a toujours des soucis qui font qu'ils n'y arrivent pas au final. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, de cette saison désastreuse et cata des Mets. Est-ce que vous attendiez à ça? Maintenant, ils vont être sellers, ils vont vendre à la trade deadline, c'est la prochaine étape. Début août, le 3 août de mémoire et la trade deadline, ils vont devoir probablement se libérer de quelques profils et vendre, potentiellement Bo Bichette d'ailleurs, il a un très gros contrat, mais à voir si les Yankees qui ont un problème eux-mêmes sur le poste de shortstop, qui ont assez peu de production, à voir s'ils pourraient être intéressés éventuellement par Bo Bichette, ça va être intéressant. Mais qu'est-ce que vous en pensez? De manière générale, sur le statut des Mets en tant que franchise et en tant qu'organisation, dites-moi ce que vous pensez de cette organisation, de comment ils se positionnent par rapport à la ligue, et est-ce que pour vous c'est juste une blague et une farce intégrale cette franchise, ou est-ce qu'au contraire vous avez du crédit pour eux, voire potentiellement vous les supportez en tant qu'équipe, parce que ça doit être quelque part intriguant et disons intéressant et exotique de supporter une franchise qui a autant de difficultés, mais dont on peut soutenir qu'effectivement un jour elle se réveille et que les choses tournent mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à ajouter un like à la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour du contenu sur le baseball, les sports américains, le football et le rugby notamment. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.